Et donc, voilà, donc nous sommes là. Ça, c'est le corrigé, c'est vraiment pour un étudiant, c'est le travail d'un étudiant, hein. Vu que lui, il avait saisi proprement, donc je me suis dit que c'est mieux de vous le présenter comme ça. Il s'appelle Denis Le Marchand. Ok, donc c'est essentiellement le cours, hein. Donc, la première question, c'était d'écrire le modèle sous forme matricielle. Donc, c'est de l'écrire sous cette forme-là. OK. Vous savez que Y, ça va de Y1 jusqu'à YT. Et puis, il y a deux autres variables, mais il y a la constante, en fait, qu'il faut ajouter maintenant. OK. Parce que cette constante, c'est elle qui va donner que bêta 1 va apparaître dans le modèle. Donc, Question pour vous. oui. On peut-tu mettre les X1, puis toutes les X1, indépendamment du temps T, sont toutes égales à 1? OK. Oui. Du genre, vous voulez le mettre à X1 ici. Oui. Puis X... en dessous, c'est X1, 2. Après ça, c'est X1 T minuscule, puis X1 T majuscule dans la première colonne. Puis là, juste faire une petite remarque en dessous que toutes les X1 sont égales à 1. Attendez, je crains que vous écrivez peut-être quelque chose qui n'est pas correct. Attendez, vous voulez écrire X égale sous forme matrice. Vous écrivez une matrice et puis vous mettez X 1, 1, ça, Oui. X 1, 1, 2. jusqu'en bas et puis X 1 grand T, c'est ça? Oui. Puis en dessous du tableau, je fais une remarque que Tout à fait. toutes les X1 sont égales à 1. C'est excellent. C'est ça, c'est excellent. Oups. Ok, voilà, donc c'est ça. Oui, c'est ça, c'est parfaitement correct. Donc, on a ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question par rapport à l'écriture matricielle? Ok. Donc, on aura y égale à x bêta plus epsilon. Donc, avec x ça, y ça, epsilon ça, bêta ça. C'est essentiellement ce qu'il faut. Pas de grands commentaires. Alors, la deuxième question, c'est écrire le problème de minimisation. Ok. Donc, il faut, voilà, quand vous avez le choix, soit vous pouvez l'écrire sous forme matricielle ou bien sous la forme donc avec les T. Ok. Donc, vous pouvez faire ça, soit minimiser ça, comme vous l'avez vu dans le cours, soit minimiser ça, y moins x bêta fois prime fois y moins x bêta. Ok. Donc, on a ces deux possibilités. D'accord? Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Donc, essentiellement, je pense que c'est 5 points, hein, 5,5 points, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus d'autres cours de la notation, mais les questions c'est le même point partout presque. À part les dernières questions où c'est 2,5, 2,5, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a une question? Non, je pense qu'on avait déjà fait une bonne révision du cours. Oui. Question. Le prime, il faut qu'il soit sur le premier. Attendez, je vois. Y moins x bêta, prime, y moins x bêta. Oui, c'est ça. C'est important qu'il soit sur le premier et non pas sur le deuxième. Oui, c'est forcément sur le premier parce que ça, c'est un vecteur colonne. Donc, si on ne met pas le prime dessus, donc lui serait colonne. Et si on met le prime ici, donc lui va devenir ligne. Donc, si on veut multiplier donc un vecteur colonne par un vecteur ligne, on risque de trouver une matrice. Donc, oui. C'est ça. Donc, oui, c'est important que ce soit ici. Parfait, merci. Donc, petit c, écrire les CPO pour ce problème et les résoudre pour obtenir une expression pour l'estimateur des MTO. Voilà, donc on va dériver donc G de bêta par rapport à bêta.
qui rappelle encore le cours, tout ce que le professeur vous avait dit en fait par rapport aux dérivés. Donc, si on dérive un bêta prime fois une matrice W, ça va vous donner donc la matrice W. Par contre, si vous dérivez W prime aussi fois bêta, ça va vous donner donc la transposée donc, de W prime, donc ça donne W, comme dans le cours. Et si vous dérivez donc bêta prime V bêta, ça donne 2 fois V bêta. Okay. Donc, c'est ces trois formules qu'on va utiliser donc, dans la dérivée donc, matricielle. Donc, d'abord, avant de dériver, il faut développer. Donc, vous développez tout. Donc, maintenant, si vous dérivez ceci par rapport à bêta, ça donne 0. Ceci par rapport à bêta, ça va donner la transposée de ça. Donc, la transposée de ça, c'est x' y. Si vous dérivez ceci par rapport à bêta, en utilisant cette formule, ça va donner x' y. Si vous dérivez ceci par rapport à bêta, ça va donner x', x. OK. Non, 2, pardon. Ça va donner 2 fois x', x. X', x, voilà. 2 fois x', x fois bêta. Pardon. Donc, vous allez trouver, donc, finalement, x', y, x', y. Donc, ça fait moins 2 x', y. Et aussi plus 2 x', x fois bêta. Donc, il met moins en facteur. Question Donc, pour vous. oui. Je sais que c'est écrit dans la formule en haut, dans la règle, et je comprends que bêta prime, x prime, x bêta, Ouais. si on dérive par rapport au dernier bêta, Ouais. on fait juste switcher celui qui est en avant, puis on met des primes où il n'y a pas de primes. Ouais. Mais c'est le premier bêta qui me cause des problèmes des fois. Ouais, c'est ça. Ben, vous ne pouvez pas dériver. C'est comme, par exemple, ça, c'est pas. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que ça, c'est. Vous ne pouvez pas utiliser, par exemple. Là, vous voulez utiliser cette formule hein, pour dériver ça. Non, je veux juste comprendre comment dériver ça Oui, sans utiliser la formule. Je sais que ça va donner 2 fois la même chose, mais ouais. je comprends quand on dérive avec le B de droite, mais j'ai la difficulté des fois avec le B de gauche qui est déjà primé. Oui. Parce que moi, tout ce que je fais, c'est quand il y a un bêta prime à gauche, puis il est déjà primé, Ouais. la dérivée de tout ça, ça donne tout Ça. simplement la partie à droite. C'est ça que je fais, mais je ne sais pas si j'ai raison de faire ça. Oui. Puis je sais pas Oui, vous aurez raison s'il n'y a pas de. Si c'est juste une matrice qui est à droite. Mais ici, là, c'est pas une matrice. C'est que il y a en même temps le. Ça, c'est pas une constante par rapport à bêta. C'est-à-dire que si c'était une constante par rapport à bêta, là, vous aurez raison. Mais c'est qu'il y a le bêta encore ici. Ce qui fait que, supposez qu'il y avait juste un alpha ici, bon, là, vous aurez raison. Parce que ça ne dépend pas de bêta, c'est alpha. Mais par contre, comme c'est un autre bêta encore, vous ne pouvez pas l'ignorer. C'est comme vous voulez dériver x fois, vous voulez dériver 2x fois x, et vous voulez juste le faire par rapport à un seul x et puis laisser l'autre x. Donc, dans ce cas, si vous voulez, ça va faire la dérivée de ça fois ça, plus ça fois la dérivée de ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que premièrement, vous le dérivez par rapport à ce bêta, ok? Ça vous donnera quelque chose de ce genre, x' x fois bêta, d'accord? Et ensuite, vous faites la dérivée par rapport à ce bêta aussi, donc plus, donc la dérivée donc par rapport à ce bêta. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ben, je sais déjà comment dériver par rapport à la bêta de droite. C'est la bêta de gauche prime qui me cause des problèmes. Et donc, c'est ça qui est ici. Ça donne ça. Si vous voulez dériver par rapport au bêta de gauche, au bêta prime de gauche, ça vous donne juste la matrice en question qui est à droite. OK. C'est bon. Donc, pour éviter tout ça, il vaut mieux utiliser cette formule-là. Quand il y a le bêta à gauche et puis une autre à droite, et que vous voulez dériver, ça fait juste ce qui est au milieu. Donc, 2 fois ce qui est au milieu fois le bêta.
ou soit vous le regardez comme le produit de deux fonctions. Je vais le faire comme ça. Je vais essayer de le faire pour vous. On va utiliser d'abord, donc, on sait que la dérivée de bêta prime fois W par rapport à bêta, ça donne W, n'est-ce pas? Et on sait aussi que la dérivée de W bêta par rapport à bêta, ça donne quoi? W prime, c'est ça, non? Attendez, je vais vérifier. Ouais, ça va donner W prime. Ok, vous êtes d'accord, non? Donc, maintenant, si je veux dériver par rapport à bêta, donc de bêta prime x, ok, je vais le décomposer en deux fonctions. X bêta, ok, donc je vais prendre ça comme un élément et ça aussi comme un élément, d'accord? Donc, ça va faire la dérivée de ça fois ça, plus ça fois la dérivée de ça. Quand on dérive la dérivée du produit de deux fonctions. C'est bon? Donc, ça va faire la dérivée de bêta prime x par rapport à bêta, le tout multiplié par x bêta prime, plus, donc ça maintenant, il faut la dérivée de ça. Donc, bon, je vais le mettre, ouais. Bêta prime x fois la dérivée par rapport à bêta de x bêta. Ok, quelque chose de ce genre. J'essaie de l'expliquer un peu pour qu'on puisse mieux comprendre ce que ça donne. Alors, donc ça, la dérivée de bêta prime fois x, on sait que ça va donner x. Ok, donc un peu, c'est pas très rigoureux, hein, mais juste donner un peu l'idée. Ça va donner x, hein, ok. Donc ça fait x fois x, bon, fois bêta prime. Et puis ici, tu vas avoir quelque chose de, et tu le dérives par rapport à bêta, ça va donner x prime. Ok, donc ça te donne comme bêta prime x prime. Donc c'est comme tu as deux fois la même expression. Bien entendu, moi j'ai l'ordre dans lequel je les ai interposés peut poser un problème parce que quand j'écrivais la somme, j'ai mis la dérivée ici, puis et puis ici je mets l'élément avant de mettre la dérivée, donc tout ça. Donc c'est comme tu obtiens la même chose deux fois, ok? C'est un peu donc l'idée qui est derrière. On ne peut pas dériver, donc retourner un peu. Oups. C'est où là déjà? Attendez. Ok. Ok. Voilà, donc ici, quand on dérive, voilà, par exemple ça, on peut pas juste ignorer le bêta prime et puis juste dériver. Donc, si vous dérivez juste par rapport à ce bêta, vous ne pouvez pas ignorer ce bêta prime. Donc, il faut forcément que vous le dériviez lui aussi. Donc, c'est pour ça que c'est mieux d'utiliser cette formule-là. Donc, ça vous donnera juste deux fois le x prime x fois bêta. D'accord? OK. Si c'est bon, on peut y avancer. Donc, alors, si on pose cette dérivée égale à 0, donc on retrouve directement la formule du coup. Donc, bien entendu, il faudrait bien que la matrice là soit inversible, x' x soit inversible, c'est-à-dire son inverse existe, donc il faut bien que le déterminant soit non nul. Donc, on aura donc bêta chapeau égale à x' x moins 1 fois x' y. Donc, ça, cette fameuse formule donc, de l'estimateur MCO que vous devez retenir quoi qu'il arrive.
Des questions sur ça? Non. OK. Alors, donc, on va montrer que l'estimateur est sans biais. Tout est dans le cours. Pour montrer que l'estimateur est sans biais, il faut partir de l'expression qu'on vient de trouver, bêta chapeau égale à x' x moins 1 fois x' y, et remplacer maintenant y par son expression, et développer, et ensuite retrouver quelque chose comme ça. Donc, il faut juste développer. Quand vous développez donc ça, vous trouvez x' fois x fois bêta. Ensuite, vous allez distribuer donc les x' exposant moins 1. Donc, ça vous donne x' fois x exposant moins 1 fois x' fois x fois bêta. Donc, ça va donner une identité. Donc, il va rester bêta et il va rester x' fois x moins 1 fois x' epsilon. Donc, c'est avec cette expression qu'on va jouer maintenant pour montrer que c'est sans bien en faisant, donc, en prenant l'espérance et puis en utilisant donc la formule des espérances itérées. Donc, c'est juste c'est la routine en fait. Donc, le bêta chapeau moins bêta va vous donner ça. Ensuite, si vous prenez l'espérance de ça et arrivez sur ce monsieur, donc ça fait l'espérance de tout ceci, sachant x. Et donc, quand on fait conditionnel à x, ok, de tout ceci, l'espérance de x' moins 1 fois x' epsilon, sachant x, c'est que, quand vous connaissez déjà x, c'est que tout ceci n'est plus une variable, donc ce sont des constantes parce qu'on connaît déjà x. Donc, elles peuvent sortir, cette expression peut sortir donc de l'espérance pour se mettre à l'extérieur de l'espérance. Okay. Et il va rester alors l'espérance de epsilon sachant x. Et cette valeur, on sait qu'elle va donner 0 parce qu'elle fait partie des hypothèses standards donc des modèles MCO. Okay. Donc, avec espérance de epsilon sachant x égale à 0, donc si ceci donne 0, 0 fois tout ça, ça va donner 0. Donc, vous aurez finalement l'espérance de bêta chapeau moins bêta égale à 0. C'est-à-dire que l'espérance de bêta chapeau égale bêta. Donc, bêta chapeau est sans biais. OK. Je sais qu'il n'y a rien de nouveau à ce niveau. Pour vous, c'est mieux qu'on peut-être aille plus rapidement pour se retrouver au niveau des tests. Peut-être que là, vous aurez des questions, vu que vous les avez fait récemment. Je sais pas. Donc, continuons tranquillement. Alors, quelle est la distribution exacte de l'estimateur bêta chapeau? Donc, on veut trouver la loi donc, de bêta chapeau. Okay, on sait que ça va suivre une loi normale parce que epsilon suit une loi normale. C'est l'hypothèse qu'on a faite. Donc, on va y aller. Bon, d'abord, oui, il faut trouver aussi la matrice de variance-covariance donc de bêta chapeau. Donc, on va le faire. Donc, vous avez appris à faire ça aussi. Donc, la matrice de variance-covariance de bêta chapeau, c'est espérance de bêta chapeau moins l'espérance de bêta chapeau multiplié par bêta chapeau moins l'espérance de bêta chapeau prime cette fois-ci à droite. OK. C'est ça, en fait, la définition de la covariance entre deux vecteurs x et y, par exemple. Donc, ça donne l'espérance de x moins l'espérance de x fois l'espérance de y moins l'espérance y moins l'espérance de y, pardon. OK. Alors, donc la matrice de variance covariance de bêta chapeau devrait donner un truc de ce genre. Donc, on va aller calculer ça pour voir ce que ça donne. Donc, pour aller calculer ça, on va prendre note d'abord que epsilon, donc c'est un homoscédastique, donc sur une loi normale identiquement distribuée. Donc, on aura comme des variances, les covariances sont nulles et les variances sont les mêmes aussi, donc sigma carré partout. Donc, c'est une matrice identité fois sigma carré. OK? Donc, on savait déjà ça. Alors, on va calculer maintenant donc, la covariance. Ça, c'est à cause de la sphéricité des erreurs. C'est ça, parce que les erreurs sont sphériques, donc on doit voir les constantes. Les sigma carrés sont les mêmes partout. Ou plutôt que ce soit sigma 1 carré, sigma 2 carré, elles sont identiques. Donc, on peut les faire sortir. Et voilà. Parce qu'elles sont sphériques, donc elles sont non autocorrélées. Donc, les covariances sont nulles aussi. C'est essentiellement la raison pour laquelle on obtenait donc, une matrice de variance-covariance de epsilon égale à sigma carré fois matrice identité. C'est effectivement la raison. C'est parce que les erreurs sont sphériques qu'on a ce résultat-là. Parfait. Alors,
Quoi d'autre? Voilà, continuons. Donc, on va développer ça. Quand on va finir de développer, on va faire sortir. Bon, allons-y ensemble. Donc, on connaît bêta chapeau moins bêta. On va calculer bêta chapeau moins bêta prime aussi. Et le prime, bien entendu, ça va donner epsilon prime fois x fois ceci. Okay. C'est-à-dire quand on prend le prime, ça renverse le sens. Okay. Donc, covariance de bêta chapeau, ça va faire cette expression okay, qui est ici. Pardon. Ça. Et fois ça prime. Donc, c'est la même chose prime. Donc, c'est qui va vous donner cette expression donc, qui est là jusqu'à epsilon. Et vous voyez, son prime commence par epsilon prime. Ensuite, le prime de celui-là, qui est ici. Donc, il donne ça. Et puis, le prime de celui-là. Donc, le prime de ça, ça va faire x prime fois x second. X second, c'est encore x. Donc, on trouve ça. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est que tout ceci est dans l'espérance. Donc, on va faire sortir tout ça. Si on le conditionne par rapport à x, donc ça peut donner l'espérance de tout ceci, sachant x. Donc, le x peut sortir à gauche. Tout ceci peut sortir. Excusez. Tout ceci. Ça, c'est à cause que les x sont non aléatoires dans l'hypothèse 3? Oui, c'est ça. Si on suppose qu'elles sont non aléatoires, oui. Mais même si on suppose qu'elles sont aléatoires, on peut faire ceci encore. Avec l'espérance itérée? Exactement. Ça veut dire, on fait les espérances itérées et puis on les met là. Attendez, je vais les faire. L'espérance de tout ceci. Donc, x prime x moins 1 fois x prime epsilon prime fois x prime fois x moins 1. Oui. Est-ce que c'est tout? Oui. Oui, c'est ça. Donc, même si on mettait x ici, c'est qu'on peut le faire sortir, mais à présent, vu que c'est conditionnel à x, on peut le faire sortir de cette espérance. C'est-à-dire, ils vont sortir... De la première, mais pas de la deuxième. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Donc, ils vont sortir d'ici. Le but, c'est que ça va nous permettre d'avoir ce epsilon prime. Epsilon prime qui est la matrice de variance-covariance donc de epsilon. Okay. Mais on serait conseillé quelque part ici, parce qu'on ne pourrait pas les faire sortir non plus à partir d'ici. Ouais. Donc, essentiellement, c'est parce que X est exogène. Okay. Donc, le modèle MCO se base aussi donc, sur l'exogénité donc, des variables explicatives. Mais à partir du moment où les variables explicatives sont endogènes, donc il y a le modèle qui traite donc de l'endogénité. On va voir si on peut utiliser les variables instrumentales. Okay. Donc, vous allez voir ça. On n'est pas rendu là, nous autres. Exactement, vous allez voir ça après. OK. Donc, on va s'arrêter ici. On va supposer l'exogénité vraiment de la matrice explicative. Donc, on va les faire sortir à gauche et à droite. Donc, ce qui va nous donner qu'on va obtenir ce petit bonhomme, espérance de epsilon et epsilon prime au milieu, qui va donner la matrice de variance-covariance de epsilon. J'espère que tout le monde voit pourquoi, parce que l'espérance de epsilon, c'est 0. Donc, par définition, la covariance de epsilon, c'est l'espérance de epsilon moins l'espérance de epsilon fois epsilon moins l'espérance de epsilon. Et comme ces quantités donnent 0, 0, donc on va juste avoir epsilon fois epsilon prime. Okay. Et qu'on avait trouvé... Personnellement, je vous entends mal. Ça doit être la connexion alors qui... Est-ce que c'est bon maintenant? Maintenant, oui. Okay. Mais j'ai aucune idée de ce que vous avez dit avant. OK. Donc, je pense que ça doit être la connexion. Vous étiez rendu à l'espérance de E
epsilon, epsilon prime. Vous Ouais, disiez que c'était la matrice variance-covariance. exactement. Donc, la matrice de variance-covariance, par définition, on avait que c'était l'espérance de epsilon moins son espérance multiplié par l'espérance moins l'espérance de l'epsilon fois, enfin, prime. Et donc, vu que epsilon a pour espérance nulle, donc ces quantités sont nulles en fait. Ici, c'est 0, ça aussi, c'est 0. Du coup, on va se retrouver finalement avec epsilon fois epsilon prime. Ce qui est vraiment là, epsilon fois epsilon prime, qui va rester donc dans l'espérance. C'est ça qui est la matrice de variance-covariance, effectivement, donc de epsilon. Donc, cette quantité ici... Un problème de connexion. Wow. C'est bizarre. Pourtant, je vais changer. Je vais changer. Je suis avec Belle maintenant. Oh, ok. Ben, j'espère que ça va se stabiliser bientôt. Ok. Ok. Donc, je disais que ce epsilon fois epsilon prime avec l'espérance qui reste dans l'espérance, c'est ça. Donc, c'est là. Cette quantité va être donnée par sigma carré i. Donc, on le remplace là. Et une fois qu'on remplace là, le i, okay, allons-y, on le remplace maintenant. Il faut faire attention à la manière dont vous manipulez ça. Le i ne peut pas sortir comme ça. C'est parce que i, c'est une matrice qui multiplie une autre matrice. Donc, ça va donner comme x encore, parce que c'est identité fois x va donner x. Du coup, il va rester juste sigma carré là. Le i va comme être noyé dans x. Et comme sigma carré, c'est une constante, dans ce cas-là, vous pouvez le faire sortir. Donc, sigma carré peut venir devant. Et mais là, il va rester juste x' fois x fois x' fois x moins 1. Donc là, vous voyez que c'est une matrice fois son inverse. Là. Oups. Prenez ça comme ça. Alors. Donc, ça fait une matrice fois son inverse. Donc, ça va donner identité. Et donc, il va rester seulement sigma carré fois x' x moins 1. Et donc, c'est comme ça on trouve la matrice de variance-covariance donc de bêta chapeau. Donc, la matrice de variance-covariance de bêta chapeau, c'est sigma carré x' x moins 1. Alors, il faut trouver aussi sa distribution. Donc, on va comprendre que ça suit une loi normale parce que epsilon suit une loi normale, donc bêta chapeau aussi. Oui? Quelqu'un m'a écrit. Vous m'avez perdu encore. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Ok. J'espère que ça va nous amener un bon port. Ok. Allons-y. Arrêtez-moi à chaque fois que ça continue comme ça. Alors, donc, on a finalement la matrice de variance-covariance de bêta chapeau qui donne en fait sigma carré fois x' x moins 1, comme on avait trouvé dans le cours. OK. Et c'est la première des choses. Maintenant, on connaît déjà son espérance. Et selon de bêta chapeau, on sait que ça donne bêta. On connaît sa variance. Alors, on sait maintenant qu'elle suit aussi une loi normale. Parce que epsilon suit une loi normale. OK? Puisque bêta chapeau, son expression, c'est la suivante. C'est ça. Donc, bêta chapeau, ça donne quelque chose plus x' x moins 1 x' epsilon. La seule chose qui est variable aléatoire dans cette expression, c'est le epsilon. Donc, si bêta chapeau doit suivre une loi, elle suit la loi de epsilon. OK? Donc, il bouge de la même manière dans le temps. Okay? Donc, la loi de bêta chapeau va être une loi. OK. Je pense que vous m'avez perdu un peu. Ça va? Vous m'entendez maintenant?
vous entends plus. Ouais. Bon, je vais aller vérifier la connexion pour voir si il n'y a pas quelque chose qui se passe de l'autre côté. Je reviens, donne-moi quelques secondes. Ouais. Effectivement, le réseau est un peu instable. Je crois qu'il est en train de clignoter. Je ne sais pas. Peut-être. Je n'ai pas d'explication pour ça. Ok, ben on va continuer en espérant que ça va se stabiliser. Alors, donc, ce que je disais, c'est que bêta chapeau dépend de bêta, de x et puis de epsilon. Et la seule qui est variable aléatoire dans cette expression, c'est epsilon. Donc, si bêta chapeau doit suivre une loi, ce serait la loi de epsilon. C'est pour ça que si on a fait dès le départ que epsilon suit une loi normale, bêta chapeau aussi va suivre une loi normale. Alors, quels seront les paramètres de cette loi normale? Donc, ce sera l'espérance de bêta chapeau et la variance de bêta chapeau qu'on a déjà calculé. L'espérance de bêta chapeau, c'est bêta, et la variance de bêta chapeau, c'est x plus x moins 1 fois sigma carré. OK? Donc, la loi exacte, c'est la loi normale, bêta, la loi normale bêta sigma carré x prime x moins 1. Okay? C'est ça qui est la loi de bêta chapeau. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des questions? Ok, c'est parfait. Donc, on va passer maintenant au test. Donc, les tests tels que je l'avais présenté aussi au lab. Donc, il y a les tests avec donc, les variances connues et les tests avec les variances inconnues. Donc, il y a ces deux types de tests et aussi les tests multidimensions ou comment vous... Je ne sais pas comment vous l'appelez ici. Donc, les tests avec donc, plusieurs contraintes. Donc, essentiellement. Jointe. Voilà, les tests joints. Donc, les tests joints. Donc, c'est tous ces tests-là sont posés donc, dans les essais. Donc, c'est comme tout le cours, en fait, qu'on vous donne comme résumé. Après avoir fait le TP, vous maîtrisez mieux le cours. Et voilà. Alors, donc, l'hypothèse, le petit f, on a l'hypothèse nulle, on veut tester bêta 1, on veut voir si sa vraie valeur, c'est 1. On veut voir si bêta 1 va donner 1. Donc, pour un sigma carré connu, donc, on va faire un test donc, de loi normale. On sait que bêta 1 chapeau suivait la loi normale, bêta 1, sigma carré, tout ça. Donc, si sigma carré est connu, on va juste vérifier si bêta chapeau 1 moins bêta 1 sur sigma 1, enfin, sur racine carrée de bien sûr ça va sur une loi normale 0,1, n'est-ce pas? C'est-à-dire si bêta 1 chapeau sur bêta 1, virgule, sigma carré, tout ça. Alors, si vous faites bêta 1 chapeau moins bêta 1 divisé par racine carrée de ça va sur une loi normale 0,1. On avait déjà vu ça. Alors, si ça suit cette loi 0,1, on peut aller calculer maintenant. OK? On va prendre bêta chapeau égal à 1. Excusez-moi. Bon, je sais que ici vous n'allez pas faire ça parce qu'il n'y a pas de statistiques. Il n'y a pas de
de seuil de significativité qui vous a été donné et puis il n'y a pas de valeur de bêta un chapeau non plus que vous avez pour calculer les choses. Mais regardez ici, Denis, il voulait, en tout cas, il allait loin pour vraiment pour expliquer qu'il comprenait effectivement ce qu'il fallait faire et tout. Donc, je vais vous présenter un peu. On va aller loin. Donc, je disais que bêta 1 chapeau moins bêta 1 sur sigma, bon, sur racine carrée de ça. OK? Donc, condition instable. OK. Je pense que ça revient maintenant. Voilà. Donc, bêta 1 chapeau moins bêta 1 sur racine carrée de ça. Ça va sur une loi normale 0,1. OK. Alors, si ça suit une loi normale 0,1, ce que je vais faire, c'est que, donc ça suit une loi normale 0,1, je vais vous montrer, c'est ça. Ça suit une loi normale 0,1. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller calculer. Si on était dans un cadre pratique, je connais bien l'estimation que j'avais pour bêta 1 chapeau, je connais bien la variance donc, de bêta chapeau, donc en prenant la racine carrée, ça veut dire sigma de bêta 1 chapeau. Alors, je calcule ces valeurs et puis je compare ça à la valeur critique donc, de 2,5%. Donc, ça veut dire que du côté unilatéral, si on le prend du côté unilatéral, donc ça veut dire qu'on est au seuil de 5%. Donc, si cette valeur dépasse ce N critique, dans ce cas, ce N se retrouverait quelque part ici. Donc, il est assez loin de la valeur 0 bien de 1. Et dans ce cas, donc, on peut dire que c'est bêta, le test, on rejette l'hypothèse nulle. OK? Mais vous n'êtes pas amené à faire ça ici dans ce contexte parce que on ne vous a pas donné donc de seuil, donc vous n'avez pas à dire si c'est significatif ou pas. Il suffisait juste de poser la loi que suit celui-ci. Et puis, OK. Est-ce qu'il y a des questions pour cela? Oui. OK. Quand on teste sans vraiment tester, parce qu'on n'a pas de données, dans ce cas-là, c'est bêta 1 chapeau moins bêta 1 avec un petit 0 en haut pour dire que c'est l'hypothèse nulle. Sur la racine carrée de la variance fois x' x moins 1 avec les petits i en bas à droite, mais on peut mettre des 1 parce que c'est le bêta 1 qu'on cherche. Tout à fait. On peut dire que ça suit une loi normale 0,1 parce qu'on a enlevé la moyenne puis on l'a divisé par son écart type. Tout à fait. Puis on dit que ça suit une loi normale de 0,1, mais on n'arrivera pas à la même conclusion si on ne connaît pas la variance. Exactement. On va dire une loi de Student avec des degrés de liberté. Mais si ça me tente de tester ça, l'écart type fois le x', je m'en vais le chercher dans la matrice de variance-covariance. L'écart type de... Parce qu'en dessous, la variance fois x' à la moins 1. Ouais. Dans le tableau, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a à la position 1,1. Oui, tout à fait. Mais oui, dans certains logiciels, vous pouvez avoir la matrice de variance-covariance de bêta chapeau. Oui, je pense dans tous les logiciels. Oui, mais dans un autre cours, il nous le faisait calculer à la main. Donc, j'allais regarder direct dans le tableau, c'est quoi le chiffre. OK, ça, vous pouvez l'avoir, oui, bien sûr, parce que si vous avez la matrice X, on commençait avec la matrice X, après ça, on l'inversait, après ça, on faisait on a fait le transpose. C'est ça. X', après ça, les déterminants, après ça, la covariance pour l'inverse. On faisait plein d'affaires. Ça donne un travail fou, en fait. Donc, oui, j'étais capable de passer à travers tous les chiffres, mais je ne comprenais pas ce que je faisais. C'est pour ça que je pose plein de questions. C'est ça, OK. Donc, quand vous calculez tout ceci, donc ça va vous donner une matrice, avec, ça va dépendre du nombre d'éléments qui étaient dans bêta. Donc, s'il y a 3 éléments dans bêta, donc ça va vous donner une matrice 3, 3.
Et donc, le premier élément donc, de cette matrice, première ligne, première colonne, c'est ça qui va correspondre donc, à la variance de bêta en chapeau. Le deuxième élément qui est sur la deuxième ligne, deuxième colonne, donc ça va correspondre à à la variance de bêta 2. Et la troisième ligne, troisième colonne va être comme la variance de bêta 3. Ça, diagonale, c'est toutes les variances. Puis à Exactement. l'extérieur, c'est les covariances. Exactement. Ici, ils sont tous égaux à 0 parce qu'ils ne sont pas autocorrélés, mais dans d'autres circonstances où ils peuvent être autocorrélés, puis on a fait un test entre bêta 1 et bêta 2, Tout à fait. on va avoir besoin de la covariance entre bêta 1 et bêta 2. Exactement. Je cherche même. C'est bon. Mais pour l'instant, on a l'hypothèse 3 d'impact, donc voilà, on donc, peut pas. c'est ça. Donc, vous le testez, ce qui fait que vous pouvez calculer cette expression-là. Ça. C'est-à-dire que le bêta chapeau, vous l'avez. OK? Et c'est la valeur absolue? Oui, là, on prend la valeur absolue de ça. OK. Ça, c'est pour quand on connaît. Oui. Ça, c'est pour les hypothèses ponctuelles. Oui, c'est ça. C'est pour les hypothèses ponctuelles. Si on veut comparer à une valeur, parce qu'ici, on veut le comparer à 1. Là, on parle dans la pratique. Hein? Donc, vous calculez ça, cette valeur, parce que vous connaissez ça. C'est ce que vous avez calculé ici, tout ça, sa racine carrée de ça. Et ce monsieur, c'est ce qui est sorti donc dans l'estimation donc, de x' moins 1 fois x' y. Ça va vous donner un vecteur. Donc, le premier élément de ce vecteur, c'est bêta chapeau. Puis, vous faites moins 1. Et puis, vous essayez de comparer cette valeur à, donc, à la valeur critique d'une loi normale. En quoi ça correspond essentiellement? C'est que ici, le tableau, la loi normale est symétrique. Okay? Alors, donc, si vous voulez que ça soit à un seuil de 5%, c'est qu'il faut que ce soit 2,5%, 2,5% de chaque côté. Okay? Donc, c'est pour ça qu'ici, il a mis à 2,5%. Okay? Lui, dans la table de la loi normale, je pense qu'il a mis 3 ici. Il va aller mettre le commentaire. Donc, c'est un test bilatéral. Alors, le seuil de significativité de 5% est réparti en deux portions. Donc, la zone assurée couvre 2,5%. Okay? Donc, ça couvre 2,5%. Donc, il y a une partie aussi qui va couvrir 2,5%. Alors, donc, la zone à l'intérieur ici, on appelle ça l'intervalle de confiance. Donc, d'ici à ici, si votre élément, votre calcul tombe là-dedans, ça veut dire que vous êtes dans l'hypothèse nulle. Mais si ça tombe à l'extérieur de cette zone de confiance, donc de ce côté ou de ce côté, c'est-à-dire que c'est supérieur, cette quantité est supérieure à cette valeur, dans ce cas, vous êtes donc du côté donc, de l'hypothèse alternative. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on fait les tests. Mais avec les ordinateurs vous donnent directement les p-values. Les ordinateurs vous donnent directement les statistiques aussi. Donc, vous pouvez directement conclure en regardant donc, dans les statistiques, vous n'avez pas à calculer tout ça. Les ordinateurs vous les donnent directement. Et à vous de regarder pour voir est-ce que c'est supérieur. Vous regardez la Z, cette valeur, pour voir si c'est supérieur à celle de la loi normale critique. Ou bien vous regardez la p-value pour voir est-ce que la p-value est plus petite que 5%. Donc, plus la p-value est petite, plus ça sera significatif ou bien l'hypothèse nulle sera rejetée. Okay, donc, c'est ça dans la pratique, mais vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que ça dans le cadre du TP. Alors, la question 2. Monsieur, oui? Excusez-moi, pouvez-vous monter en haut pour voir l'équation de N? N est égal à l'absolu de bêta en chapeau moins 1 sur écart type bêta chapeau 1. Ouais. Donc, on a enlevé la racine, c'est ça? Donc, on sort écart type de la racine? Non. Parce que comme... Non, c'est pas la variance, c'est l'écart type. Parce que la variance, c'est ça. Hein. Ouais. Ce monsieur, en fait, c'est juste son carré, c'est lui qui a la variance, en fait. C'est juste pour simplifier. Sinon, j'aurais pu mettre racine carrée de tout ça. Hein. Parce que comme en haut, j'ai déduit que bêta chapeau 1 moins 1 sur la racine de écart type au carré fois la matrice de x' moins 1 sur la loi normale 0,1. Oui. Donc,
maintenant, la valeur qu'on veut tester en bas, c'est plutôt, on enlève la racine. Si, il y a la racine. On sort écart type de la racine. Non, non, non. Et on enlève. Non, 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 non. C'est que vous voyez très bien. Bon, ce sigma carré, c'est pas le même que celui-là. Hein. Ça, c'est un sigma carré, mais ça, c'est pour dire que c'est le sigma carré de bêta 1 chapeau. Bon, oubliez cette expression-là. Gardez ça. Ça, c'est ce qui est ici. Il doit mettre en barre sur le dénominateur de bêta en chapeau moins 1. C'est ça? Bon. Tout le reste. Tout ceci. La racine, oui. Oui. Sa racine carrée. C'est ça. Oui. C'est ça qui est ici. Et quand on sort de la racine, ça donne juste écart type bêta chapeau 1? Non, non, non. Non, non c'est juste une notation. En fait. C'est ça. Ça dit, comprenez-moi. Hein? Hein? Vous voyez cette expression? Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà, c'est cette expression que j'ai notée comme ça. Sa racine, la racine carrée de cette expression, c'est ça que j'ai noté comme ça. Enfin, que M. Denis le marchand a noté comme ça. Okay. Tandis que par exemple, là, si on doit calculer, on doit sortir la racine de écart type et carré. Non. Toutefois, ça ne devrait pas donner comme la valeur écart type bêta chapeau comme ça. Non. Par exemple, il pouvait mettre juste K est égal. C'est juste une notation. C'est ça, il pouvait mettre K carré. K égale sigma carré. Mais K ici, c'est une notation, ok? Ne vous inquiétez pas pour ça. Mettez votre racine carrée de ça tranquillement, d'accord? Ok, je comprends, c'est bon. Merci. Bienvenue. Je m'excuse. Oui. J'ai juste une petite question au niveau de l'interprétation de les tests d'hypothèse nulle. Si on fait un test d'hypothèse nulle, puis que la valeur se retrouve dans l'intervalle de confiance, ça veut dire que le paramètre est non significatif? Tout à fait. Ou bien le paramètre est égal à la valeur à laquelle on veut la comparer. Parfait. Je comprends que le paramètre soit non significatif si on teste un bêta qui est égal à 0. Exactement. Mais par contre, si le bêta est égal à 1, pourquoi est-ce qu'il est non significatif? Bon, quand je dis non significatif, c'est pour dire que la différence est non significative. C'est-à-dire que bêta 1 serait égal à 1, par exemple. C'est-à-dire que le test ne saurait rejeter bêta égal à 1. C'est-à-dire que le test est en train de dire que oui, effectivement, bêta égal à 1. Parce que n'oublie pas, l'hypothèse alternative, c'est bêta différent de 1. Donc, on est dans ce contexte-là. Axe 0, bêta égale à 1. Et puis, l'hypothèse alternative, c'est bêta différent de 1. Donc, quand je dis non significatif, ça veut dire que la différence est non significative. Donc, on est vraiment dans ce contexte-là. Tout comme quand c'est égal à 0, quand je dis que c'est non significatif, ça veut dire que on n'est pas dans le cas bêta différent de 0. Parce que si bêta différent de 0, on va dire que bêta est significativement différent de 0. Donc, on est dans ce contexte. Mais si bêta est non significatif, voilà, donc on est dans ce contexte-là. Donc, bêta est non significativement différent donc, de la valeur à laquelle on la compare. Donc, soit 0, soit 1, soit 2. Donc, bêta est non significativement différent de 1, non significativement différent de 0, non significativement différent de 2. Donc, il faut le prendre vraiment dans ce contexte-là. OK? Parfait, merci. OK. Et puis, donc, le 2, le deuxième test, là, on est dans un... Il y a deux valeurs en même temps, donc ça fait un test joint. Et on a un sigma carré connu. Vu que le sigma carré est connu, voilà, donc je vais répondre à la question de Romain. Il me demandait pourquoi est-ce qu'on devrait aller à qui 2 plutôt que de rester sur une loi normale. OK? Alors, je vais te répondre. Je sais qu'il n'est pas là, mais je vais lui répondre vu que son horaire est trop loin. Je vais répondre et puis il va écouter la vidéo après. Alors, on a donc bêta 1 égale à 3 bêta 2. Donc, c'est un test joint. Et finalement, il faut trouver donc un R qui va multiplier bêta donc, et qui va nous redonner en fait cette expression-là. Donc, pour ce faire, il faut donc un R qui va faire en sorte que
bon, je peux ramener ça ici. Donc, j'aurai bêta 1 moins 3, bêta 2 égale à 0. Donc, j'ai mon petit R qui est égal à 0 déjà, on le voit. Et puis, il me faut un R qui va multiplier bêta 1, bêta 2, bêta 3, de sorte que bêta 1 soit là, et puis bêta 2 soit multiplié par moins 3, et puis bêta 3 disparaisse. Donc, il faut vraiment que R soit égal à 1, moins 3, 0. Donc, c'est ce R-là, en fait, qu'il faut. Et avec ça, j'aurai donc mon hypothèse nulle qui serait sous la forme donc de R bêta chapeau, OK, égale à 0. Donc, disons, connaissant bêta chapeau, la validité de H0 revient à comparer R bêta chapeau moins R à 0. Okay? Or, R égale à R bêta sous H0. Okay? C'est-à-dire qu'on aura finalement R facteur de bêta chapeau moins bêta égale à 0. Et donc, cette expression, on sait déjà que bêta chapeau moins bêta suit une loi normale. Donc, sa question essentiellement, on sait que ça suit une loi normale, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas là pour faire le test? C'est ça, en fait, pour pouvoir faire le test, bon, on voit que ça, R fois bêta chapeau moins bêta, sur une loi normale de cette quantité-là. OK? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça d'abord? Attendez, je vais aller doucement avec vous pour que vous compreniez pourquoi on le fait. Parce que on peut savoir que c'est comme ça qu'on le fait, mais pourquoi on le fait comme ça? Il y a des considérations statistiques ou bien mathématiques. Regardez doucement. On a bêta chapeau moins bêta qui suit une loi normale 0 sigma carré fois ça. Donc, si vous multipliez par R, par une matrice ou bien un vecteur, sinon une matrice de manière générale, alors, ça va suivre quelle loi? Ça sera toujours une loi normale, mais l'espérance sera toujours 0 parce qu'on a multiplié par une matrice, par une constante. Donc, l'espérance ne va pas bouger. Par contre, la variance va changer. Et la variance, cette fois-ci, je pense qu'on avait vu ça au début de cours, que la variance de A fois X, je vais enlever le X, je vais mettre là. A fois U. Donc, si U est une variable aléatoire, donc A est une matrice, la variance de A fois U, ça va faire donc A', non? C'est A' qui vient premièrement, je ne sais plus vraiment. C'est A' variance de U, OK, fois A. Qui se souvient? Vous me suivez de ça, non? Il y a juste un apostrophe à la fin sur le dernier A, puis une pause sur le premier. Du moins, c'est ça qu'on a vu. C'est prime ici, et puis il n'y en a pas ici. Oui. OK, c'est parfait. Voilà. Donc, c'est cette formule-là qu'on va utiliser pour calculer la variance qui va être à l'intérieur ici. Parce que si on multiplie par R, lui, il faut que sa variance, maintenant, vous voyez, donc il y a un R' qui apparaît là. C'est-à-dire qu'on va multiplier ici par R et puis à droite par R'. Du coup, on a ça. Maintenant, ça, ce n'est pas un réel là. Du coup, vous ne pouvez pas, cette loi, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus dire que vous allez diviser par racine carrée de ça, parce que ça, c'est une matrice. Et donc, on ne peut pas diviser par racine carrée de cette expression parce que cette expression est une matrice. Et pour résoudre donc ce problème ou pour contourner cet obstacle, en fait, donc du fait qu'on ne peut pas diviser par racine carrée de ça, et donc on ne peut pas avoir la loi normale 0,1, une loi de référence qu'on peut utiliser pour faire donc la comparaison. OK? On va aller donc contourner cela en élevant au carré. Parce qu'on sait que si une variable suit une loi normale, son carré va suivre une loi de qui 2. OK?
Donc, on va aller élever au carré. Quand je dis élever, donc, une variable au carré, c'est comme multiplier cette variable-là par sa transposée. Okay. Le carré, dans le domaine de la matrice, c'est multiplié par sa transposée. Donc, une matrice au carré, essentiellement, c'est multiplié par sa transposée. Essentiellement, ce qu'on fait. Donc, on va aller multiplier ça par sa transposée, qui va donner alors un qui 2. OK? Bon, c'est ce qu'il essaie d'expliquer ici, en fait, dans tout ça. Vous allez peut-être... ça, c'est pas très utile. Donc, on va juste multiplier par son prime. Oui, ça. Bon. Bon. Je vois pas. Bon, il a multiplié d'abord par le moins demi, mais moi, je vais multiplier par le prime d'abord. Voilà, OK. C'est ici qu'il fait ça. Donc, il multiplie par son prime. Donc, vous aurez le R bêta chapeau fois R prime multiplié par R bêta chapeau fois R. OK? Et puis, vous divisez. Bon, okay. Pas diviser, multiplier par l'inverse. Plutôt que de diviser, on multiplie par l'inverse. Donc, il a fait le travail de manière inverse. Donc, ce qu'il a fait d'abord, avant de lever au carré ou bien de multiplier par son prime, il a d'abord normalisé en faisant quoi? En multipliant par donc, le ceci moins demi. Quand on multiplie par moins demi, bien sûr, ceci va donner, ça c'est une matrice toujours, hein? C'est pas 1, c'est une matrice. Je ne sais pas si tout le monde voit, mais je le dis quand même, arrêtez-moi si vous ne comprenez pas ça, parce qu'on avait ça, donc R bêta chapeau moins R suivait une loi normale 0, donc la variance donnait ça. Alors si on multipliait par ceci exposant moins demi, si vous reprenez la variance, vous allez trouver que ça va donner une matrice identité. OK? Donc, on multiplie par moins demi. Et là, ça suit une loi normale 0 IQ. Bien sûr, bien entendu, ça aussi, ce n'est pas une loi qui existe. Ce n'est pas une loi qu'on peut lire comme ça. Ce n'est pas une loi qu'on peut lire comme dans une table. OK? Donc, on va aller élever, bon, pas élever au carré, mais on va multiplier par sa transposée, tout ceci. On ne s'arrêtera pas ici. Donc, Romain, je réponds vraiment à ta question. On ne s'arrêtera pas ici. On va multiplier par son prime. Donc, pour multiplier par son prime, la transposée de ça, déjà, ça donne... si on prend la transposée de ça, ça va faire... on va multiplier par son transposé. Ça va vous donner... on va multiplier la transposée à gauche, OK? La transposée de ça, ça va faire donc... ça va recommencer par celui-ci. R bêta chapeau moins R le tout prime, donc il reste là. Et puis la transposée de ça, multiplié par ça encore, ben, je pense que la transposée de ça, il donne la même chose. Hein. Si vous prenez la transposée de ce monsieur, ça va recommencer par R, et puis ça va terminer par R', et puis X' aussi va être pareil. Donc, la transposée de lui, oui. Non, vous avez raison, parce que le X' est symétrique, donc on s'en fout, on le laisse dans le milieu. Exactement. Puis la transposée de R', c'est R. Exact. Puis la transposée de R, c'est R'. Puis le sigma carré, c'est une constante qu'on peut mettre où ce qu'on veut, donc on la met au début. Exactement. Donc, ce qui fait que si vous multipliez encore par lui-même, le demi va disparaître, donc ça va rester moins 1. OK? Bon. Puis M. Douglas nous avait dit que la prime de ça, ben, on va dire, il ne l'avait pas splitté en deux. Ben oui, il l'avait splitté en deux, puis ça avait causé des inquiétudes chez certains élèves. Parce qu'ils voyaient quelque chose prime fois exposé à une demi, fois le moins de demi. C'est ça. Puis les deux, ça va donner un moins 1. C'est ça. Puis pour multiplier deux affaires ensemble, il faut que tu mettes un prime. Tout à fait. Donc, il faut forcément le prime, en fait, parce que c'est des matrices. On ne peut pas dire, OK, on élève au carré comme ça. On veut multiplier par lui-même, donc on le multiplie par son prime, en fait. Ce qui fait que on obtient cet élément-là qui suit un qui 2 parce qu'on a levé c'est comme si on a levé au carré. OK?
Donc, ça suit une loi de qui 2. Donc, c'est comme une sorte de manipulation mathématique pour pouvoir obtenir quelque chose d'utilisable, en fait. Donc, c'est vraiment essentiellement pour ça. Donc, Romain, on ne veut pas rester quand même dans de la théorie inutilisable, mais comment manipuler mieux cette théorie-là à quelque chose de plus semblable. Sinon, c'est totalement juste, on a trouvé bien la loi, mais une loi qu'on ne va pas utiliser, on ne pourra pas appliquer ça. Donc, pour pouvoir l'appliquer, on essaie de faire des manipulations pour trouver quelque chose de semblable ou bien de quelque chose qui n'est pas loin de ça, qui a la même interprétation. Donc, c'est vraiment la loi de qui 2 qui, elle, en fait, on peut utiliser. Donc, on trouve une telle expression, ben, vous allez devoir mémoriser. Ah bon, l'examen en ligne, donc je ne sais pas si vous êtes obligé de mémoriser, mais quelque chose de ce genre. R bêta, chapeau moins 1, facteur de tout ça, c'est ce que vous allez mettre finalement. Donc, c'est la statistique égale à ça sur une loi de qui 2, donc à Q degré de liberté, où Q en réalité, c'est le nombre de restrictions. Donc, ici, le nombre de restrictions, c'est essentiellement le nombre de lignes, en fait, donc dans votre matrice grand R, ou bien, bon, petit r. OK. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait la multiplication. Et puis, bon, la deuxième partie donc, de ce test, maintenant, c'est donc, OK, il y a un autre qui est sigma carré connu. Donc, on a essentiellement bêta égale à 4, et puis bêta 3 égale à 2 bêta 2. Donc, on peut ramener bêta 3 ici. Ça va faire 2 bêta 2 moins bêta 3 égale à 0. Donc, 2 bêta 2 moins bêta 3 égale à 0. Ou bien, bon, moins 2 bêta 2 plus bêta 3 égale à 0. Vous allez voir, il y en a qui vont mettre moins 2, 1. Il y en a qui vont mettre 2 moins 1. C'est totalement correct. OK? Ça ne changera rien. Et puis, donc, ça, c'est la matrice de restriction. OK? Donc, on aura Q égale à 2, R sera égal à ça, et grand R égale à ça. Et cette fois-ci, ça va sur encore un qui 2, mais parce que sigma carré est connu. Si sigma carré n'était pas connu, on va l'estimer par sigma chapeau, et ça va sur un fichier simplement. OK? Donc, ce que moi je note, c'est ça. C'est ça. Et puis Q. Une question pour vous. Ça aussi, oui. Quand on utilise une Fisher, il ne faut pas la multiplier par 1 sur Q au début? Oui. Ouais. Ici, Q égale à 2, ouais, tout à fait. Il y a 1 sur Q. Mais on n'a pas besoin de diviser par 1 sur Q quand on a la key 2. Oui, le fichier, oui, il faut le diviser par 1 sur Q. Oui, tout à fait. Mais c'est pas quand il n'est pas connu, le... Oui. Oui, pour le ici, fichier. il est connu. Oui, oui, on parlait de fichier. Oui. Ça, mais Fisher, on n'utilise pas quand non, l'écart-type est connu. On utilise une Fisher quand que le sigma carré est inconnu. Tout à fait. Puis on le remplace par le S au carré, là, avec la petite formule. Tout à fait. Mais en gros, les deux formules sont très similaires. Il y a juste un 1 divisé par Q au début, puis c'est tout. Puis et on change le sigma carré par un S. C'est ça. Exactement, le S au carré, là. C'est ça. C'est juste le 1 sur Q, là, en fait, qui fait la différence. Et puis, le sigma chapeau qu'on met ici, ou bien le S carré. Soit sigma chapeau ou bien S carré. Voilà, donc c'est ça qui fait juste la seule différence. Parce que c'est comme aussi la loi normale et puis la loi de student. Ben, quand sigma carré est inconnu, ce qui se passe, c'est que le premier cas, on ne peut pas, voilà. Donc ça, avant, on avait utilisé une loi normale. Mais comme sigma carré est inconnu, voilà, il explique un peu ici. Hein. Donc, comme nous supposons ne pas connaître la variance sigma carré, nous utilisons un estimateur de la variance. Okay. Naturellement, nous voulons utiliser l'estimateur sigma chapeau carré. Et or, cet estimateur est biaisé et on demande que son espérance est égale à t moins k sur t sigma carré. Si l'on pose s carré égale à t sur t moins k pour sigma chapeau carré, on montre que lui, il n'est pas biaisé. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on utilise s carré. S carré, c'est un estimateur sans biais de sigma carré. Donc, nous allons donc utiliser le S carré de la variance sigma carré. Donc, nous allons donc
nous sommes désormais capables de déterminer la variance et donc l'écart type. Okay. La variance, maintenant, sera approximée, au lieu de sigma carré facteur de x' moins 1, on va l'approximer par s carré x' moins 1. D'accord? Et nous envisageons de faire des tests à un niveau de significatif de 5%. Avec l'estimateur non biaisé S carré, la statistique ne suit plus une loi normale centrée, mais une loi de student. Okay. C'est ça, simplement parce que je vous avais dit quelque part que si on... vous voyez le S carré, en fait, suivez-moi bien, vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez que c'est la somme, en fait, des epsilon carrés. Est-ce que vous voyez? Donc, les epsilon, on avait dit qu'elles suivent une loi normale, d'accord? Et quand on élève une loi normale au carré, ça suit une loi de qui 2. OK? Donc, vous allez voir que S carré, en fait, suit une loi de qui 2. Et donc, quand vous voyez que bêta un chapeau suit une loi normale et que ce qui est ici, c'est une racine carrée de qui 2. Donc, mathématiquement, dans ceux qui font les cours de probabilité, on montre là que quand on divise une loi normale par une racine carrée de qui 2, ça suit une loi de student. En fait, c'est de là que ça vient. Donc, ça va suivre une loi de student. C'est pour ça qu'on utilise cette fois-ci la loi de student pour faire le test et non la loi normale. Okay? C'est ce qui fait la différence. Donc, comme on l'a déjà vu, donc, les paramètres, c'est presque la même chose, sauf que c'est une loi de student. Ce n'est plus une loi normale, simplement. Et puis, le deuxième cas, ici aussi, tout est pareil, sauf que ça va suivre une loi de Fisher, mais avec un circuit. Parce que Fisher, je pense que c'est Fisher, c'est qui 2, la division de 2 qui 2. C'est ça. Quand on divise qui 2 par qui 2, on trouve Fisher. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est quelque chose de ce genre. Diviser X par... Une question pour vous. Oui. Quand il nous demande de faire un test puis de trouver la distribution, on peut-tu juste trouver le R, le bêta, le petit r, le Q pour le nombre de restrictions, puis on dit que s'il est connu, on utilise le sigma carré, puis s'il est inconnu, on utilise le S carré. Puis après ça, on plug les chiffres dans la formule. Mais on a-tu besoin de faire toute l'algèbre pour montrer que cette formule-là, c'est la bonne? Comme, tu sais, on le sait qu'on utilise la bêta chapeau moins bêta 0 sur la racine carrée quand c'est ponctuel, puis quand c'est pas ponctuel, on utilise la formule de la Key2 ou la formule de Fisher. On a-tu besoin de démontrer qu'on arrive à cette formule-là ou on peut juste arriver à cette formule-là puis plugger les chiffres? Oui, vous pouvez mettre la formule. Hein. OK. Vous pouvez mettre la formule. Parce que je les ai utilisées une couple de fois, donc je connais les 4 formules, mais je n'ai pas besoin de prouver que la formule tient. Non, à moins qu'il vous demande de le prouver. Hein. Sinon, même le test, il ne va pas vous demander il va pas vous donner les valeurs pour vous demander de faire le test. Non, il faisait juste d'écrire un H0 bêta 1 est égal à 4 moins bêta 2, puis là, ben, tu t'arranges pour transformer ça dans une formule comme R bêta moins R est égal à 0. C'est ça. Puis là, tu regardes, tu fais ta petite matrice de R, R majuscule, puis là, tu calcules ton nombre de restrictions, puis après ça, ben, tu le plugues dans la formule appropriée. Exactement, c'est ça, c'est tout. Puis tu dis que ça suit une loi normale ou une loi de student ou une loi de Key2 ou une loi de Fisher. C'est ça. Puis tu écris les nombres de degrés de liberté quand c'est nécessaire. Tout à fait. C'est essentiellement ça. Ça, je suis capable de faire ça. Je voulais juste savoir s'il fallait que j'apprenne toute l'algèbre qui venait avant. Non. OK. À moins qu'il te demande de démontrer. Mais je ne pense pas non plus qu'il va vous demander de démontrer. Okay, parce qu'on l'a fait en classe. Donc, ce sera juste à retranscrire la même hausse d'affaires qu'on a fait en classe. Merci. Bienvenue. Alors, est-ce qu'il y a des questions que vous avez?
Excusez-moi, ici, par exemple, si H0 et bêta 1 est égal à 3 bêta 2, par exemple, donc on aura comme R est égal à bêta 1 moins 3 bêta 2. Donc, pour arriver à l'avoir du kiss de, par exemple, on peut prendre R bêta chapeau moins R prime fois tout le reste là. Ici, est-ce qu'on doit remplacer le R est égal à bêta 1 moins 3 bêta 2 dans... Non, R ne peut pas contenir encore bêta. Okay. R, c'est des réels. Parce comme en haut, on a R fois bêta, R grand fois bêta est égal à R petit. Oui. Donc, oui. Et puis, on obtient que R petit est égal à bêta 1 moins 3 bêta 2, par exemple. Donc, ça, c'est la valeur de R, c'est ça? Oui, le R dans ce contexte, dans l'exemple que vous donnez, devrait être égal à 1 moins 2, n'est-ce pas? Il y aura moins 2 ici. Je pense. Bêta 1 moins 3 bêta 2, parce que l'hypothèse de Null, c'est bêta 1 est égal à 3 bêta 2. OK. 1 moins 3, 0. Est-ce qu'on doit remplacer, par exemple, en balle, quand F est égal à en surplus R bêta chapeau moins R, est-ce qu'on doit remplacer le R petit ici par que bêta 1 moins 3 bêta 2 ou par comme la matrice de 4, 0, non, on a juste besoin d'écrire juste R comme ça, R petit comme ça, ça suffit. Oui, ça suffit. On n'a pas besoin de remplacer parce que, par exemple, ici, R est égal à une matrice de R petit est égal à une matrice 4, 0. Oui, comme ça, oui. Oui, mais on n'a pas besoin d'écrire R petit en bas comme une matrice 4, 0, c'est ça? On n'a pas besoin de remplacer ça dedans. On a besoin d'écrire ça aussi. On n'a pas besoin d'écrire ça aussi. Si, on a besoin d'écrire tout ce que j'ai écrit là. Enfin, oui. Tout ce que j'ai écrit ici. Oui, mais en bas, là, on n'a pas besoin de remplacer comme le résultat de la matrice. Oui. OK, vous voulez remplacer tout ça? Je me demande, est-ce qu'on doit remplacer ou pas? Non, vous ne pouvez pas calculer parce que déjà, vous ne connaissez pas les X. Vous ne connaissez pas non plus les bêta, même vous ne les connaissez pas. Donc, on connaît le K, mais on ne connaît pas le T. C'est ça. On ne connaît pas le T non plus. Voilà, c'est ça. Donc, ça va vous ne pourrez rien calculer, à moins que vous êtes vraiment dans un cadre pratique qui n'est pas le type de Douglas, en fait. Donc, il ne va pas vous donner un X et puis il va vous demander de calculer. Là. Non, il ne va pas vous évaluer sur comment vous savez calculer les calculs. Il n'y aura pas de calcul parce qu'il ne nous a même pas montré de calculer l'inverse d'une matrice, puis on a besoin de l'inverse tout le temps. Non, c'est moi-même qui ne voulait même pas, enfin, il ne m'a pas demandé de vous présenter même le rappel matriciel. Essentiellement, c'est les trucs de probabilité comme ici, là, les lois, OK, vous connaissez un peu. Il ne va pas vous mesurer sur si vous savez faire des calculs matriciels, non. Essentiel. OK, c'est bon. Voilà. C'est juste que comme j'ai trouvé qu'on a des données, est-ce qu'on doit intégrer dans la formule ou quelque chose comme ça? Comme par exemple, la question FI, H0, bêta 1 est égal à 1. On a trouvé que bêta chapeau 1 moins bêta 1, mais on a remplacé comme bêta 1 en 1 dans l'équation. Oui. C'est ça. Donc, je me demande pour les autres cas, est-ce qu'on doit remplacer quand même quand on a des données ou pas? C'est ça. Non. OK. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'examen, vous le faites en ligne, c'est ça? Hein? Je croyais qu'on l'imprimait, puis après ça, on le scannait, puis on l'envoyait au prof. Exactement. Mais vous le faites dans la période de 3 oui, heures? de 6 heures à 9 heures. Oui, demain, de 6 heures à 9 heures. OK. Donc, essentiellement, ce sera la même chose. Alors, rien ne va changer essentiellement. OK. Je vous bossez bien les cours parce que parfois, si vous voulez retourner dans le cours pour chercher la réponse, vous allez perdre du temps aussi. Donc, c'est les conseils que moi, je pourrais vous donner. Maîtriser autant que possible. Bon, je sens quand même que quelques-uns maîtrisent parfaite du cours. C'est déjà bien. Donc, la session peut
se terminer par une bonne note. OK, c'est en tout cas du courage pour... c'est demain, n'est-ce pas? Oui, c'est demain. OK. Oui. Autre que des questions du TP, Oui. Quel autre genre de questions qu'il pourrait poser? C'est des questions, des vrais ou faux. Oui, il nous a déjà dit que la bonne réponse sans justification et pas de point. Mais quel genre de questions? Bon, c'est vrai que l'intra, j'ai jamais vu des cours d'intra. Donc, mais d'après ce que les étudiants me disent, c'est vraiment des questions de cours. Par exemple, je sais pas, si on C'est pas la même chose que le TP, parce que le TP aussi, c'est des questions de cours. non, quand je dis des questions de cours, des vrais ou faux, vraiment, je sais pas, si, supposons que epsilon ne suit plus une loi normale, est-ce que bêta chapeau va suivre une loi normale? La loi exacte de bêta chapeau sera aussi normale, vrai ou faux? Ou bien, donc je peux lister 4 questions comme ça. Bêta chapeau suivra une loi normale, peu importe la loi de epsilon. Bêta chapeau suit une loi normale parce que epsilon suit une loi normale. Bêta chapeau suit nécessairement la loi de epsilon. Donc, je donne des phrases de ce genre. Et à vous, si vous comprenez bien le cours, vous savez comment on a trouvé la loi de bêta chapeau, vous saurez trouver la bonne réponse en fait. Donc, parfois, ces questions se retrouvent même dans tout ce qu'on a fait dans le TP. C'est clair que ces questions seront là. Mais sauf qu'on essaie de voir si vous avez réellement compris. C'est pour ça que je disais, il faut juste comprendre. Quand vous comprenez bien tout ce qui a été fait, d'où on est parti, qu'est-ce qu'on a obtenu, qu'est-ce qui a permis de faire ça. Quand c'est bien compris, de pouvoir répondre à toutes les questions. Okay. Mais il a dit qu'il va donner des questions de démonstration aussi. Oui, la question de démonstration, c'est ça essentiellement le TP1. Hein. montrer que la variance de bêta chapeau égale à sigma carré x prime x moins 1. Parce que franchement, j'étais un peu confuse dans la révision. Il n'y avait pas trop de choses à réviser. Oui, c'est pour ça que c'est ça l'avantage en fait de prendre le cours de Douglas. Vous n'aurez pas trop de stress pour bosser. Ok, merci. Bienvenue. Je vais